conférence Déployer ses talents tout au long de sa vie. Donc je vais me présenter, je suis Cathy Maljournal, je fais partie du réseau Talents de Trajectoire, on va vous en parler. Donc juste 2-3 mots pour me présenter. Puis Anne-Françoise Caille, qui est du réseau aussi, qui se présentera, on vous parlera de Talents de Trajectoire. Et ensuite on ira dans le vif du sujet. Voilà. Moi j'ai travaillé dans l'industrie informatique, sur des postes de communication et de marketing. Voilà, j'ai eu la chance de travailler 15 ans aux États-Unis parce que j'adorais voyager. Et je me suis très vite aperçue que voilà, ce n'était pas forcément les postes que je préférais, alors que j'avais toutes les compétences pour faire les postes, mais que ça ne correspondait pas forcément à mes élans. C'est ce dont on va vous parler un peu ce soir, la différence. Et donc très vite, je suis allée aussi, c'était un peu la vague du coaching, donc je me suis formée au coaching et j'ai commencé à faire l'accompagnement d'adultes naturellement, de jeunes aussi vers leur projet professionnel. Et j'ai beaucoup aimé ce parcours. Et donc l'année dernière, quand j'ai rencontré des personnes de Talents de Trajectoire, pour moi c'était vraiment une façon de cristalliser tout mon parcours, parce que j'ai vraiment été touchée par la démarche en fait d'accompagnement qui répond vraiment aux talents et aux élans. Donc c'est un peu ce qu'on va vous parler ce soir, comment être à sa place au travail. Je laisse la parole à Anne-Françoise pour vous présenter. Oui, parce qu'on enregistre aussi. C'est voilà. Pour l'enregistrement. Oui, c'est pas pour le son. Donc le son va pas être meilleur, même si je parle dans le micro, donc je m'en excuse à l'avance. Alors, Anne-Françoise Caille, moi je fais partie du réseau Talents et Trajectoire depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé à travailler dans la culture, et en fait parce que mon père était artiste, l'influence du père et des parents est importante. Et du coup, on a baigné dans le beau. Mon père s'arrêtait toujours pour nous dire « Regarde comme c'est beau ». Et en fait, il m'en est resté quelque chose. Et en fait, ce côté beau m'habitait. Donc, je voulais travailler dans l'art. Et j'ai commencé à travailler dans l'art à Paris. Donc, l'art contemporain à Paris. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un peu. Mais c'est du style des boîtes d'allumettes collées au mur. Et on s'extasie en disant « Regardez comme c'est beau ». Et là, je me suis dit, il y a un petit décalage avec ce que j'avais appris de la beauté. Donc j'ai quitté ce milieu parisien qui ne me convenait pas du tout. Et puis après, j'ai bifurqué dans l'enseignement pendant une bonne quinzaine d'années, où là j'ai pu expérimenter ce que j'aimais faire avec les élèves, etc. Mais j'ai quand même terminé épuisée. Alors j'avais un poste de directrice. Je ne sais pas s'il y a des directeurs ou des directrices dans la salle, mais c'est fatigant de diriger une école. Et quelqu'un m'a dit, on va donc faire un bilan de talent. Il y a des bilans de talent qui s'est ouvert à Lyon, on va faire. Donc j'ai fait un bilan de talent. Enfin, en tout cas, on m'a présenté le métier avant que je fasse le bilan de talent, et j'ai trouvé ça tellement magnifique que j'en ai fait mon métier. Et que surtout, j'ai compris pourquoi une part de moi aimait le métier d'institutrice, et pourquoi une part de moi était frustrée. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de mes talents qui s'exprimaient, mais pas complètement. Et en fait, en rentrant dans ce réseau Talents et Trajectoire, je retrouve un peu la beauté, mais c'est la beauté des personnes qui m'habitent là. Donc finalement, je reviens à ce que je voulais faire, mais d'une autre manière. Voilà. Et j'ai la joie d'avoir ouvert mon cabinet dans l'Allier d'abord, et puis maintenant à Lyon. Voilà, je suis ravie de venir à Toulouse découvrir cette belle ville. Alors, donc vite fait, on va vous parler ce soir. Donc, le réseau Talents Trajectoire, on va en parler. On va partir un petit peu des constats aussi. Constat de l'orientation, parce qu'on parle quand même de l'orientation des jeunes, et puis après on va voir l'orientation après dans la vie professionnelle. Les talents, c'est quoi? Et ensuite vraiment le cœur de la conférence, le sujet, c'est vraiment déployer ses talents aux différentes périodes de la vie. Et il y aura un moment d'échange, donc si vous avez des questions, gardez bien vos questions, et il y aura un moment, à la fin, on va vraiment prévoir un temps, donc posez vos questions et d'échanger, d'accord? Donc le réseau Talents de Trajectoire, c'est un réseau d'une quinzaine de personnes, donc sur le territoire français, on le développe. La vocation de Talents de Trajectoire, c'est vraiment d'accompagner... Bonsoir, bienvenue, allez-y. Il y a encore quelques chaises devant, et puis voilà. Les derniers arrivés.
quinzaine de personnes. Voilà, donc la vocation de Talent de Trajectoire, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur vocation professionnelle, donc vraiment de trouver leur place avec cette approche donc, des talents dont on va vous parler. Voilà, et donc avec des accompagnements individuels et aussi avec des prestations en entreprise, de groupe plutôt, de collectivité sur les talents d'équipe. Voilà, et donc c'est vraiment, donc talent trajectoire, c'est vraiment discerner ses talents pour, accueillir ses talents pour discerner sa trajectoire. Parce qu'on va voir qu'on n'est pas forcément sur des métiers, on peut mettre en œuvre nos talents dans différentes activités. D'accord ? Donc ça ouvre les perspectives pour les personnes. Tu veux rajouter quelque chose sur talent de trajectoire ? Juste pour dire que ce qui nous habite, c'est l'engagement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du développement personnel. Alors, j'ai rien contre le développement personnel, mais se développer personnellement pour ne pas s'engager, ça ne sert à rien, enfin, à notre avis. Et donc, tout notre enjeu, c'est de s'engager dans le monde avec qui nous sommes. C'est ça l'enjeu de Talent et Trajectoire, c'est vraiment l'engagement dans le monde avec toutes nos dimensions et en particulier avec nos talents. Voilà. Donc, un talent, c'est quoi? Alors, talent, parce que déjà, on va définir, parce que le mot talent est aussi beaucoup utilisé. Hein, donc, voilà. Donc, c'est quoi un talent? En fait, c'est une prédisposition naturelle que nous avons tous dans l'exercice. Alors, du travail au sens large, quand on dit travail, on est d'accord, c'est toute activité. Donc, ça peut être un engagement dans une association. Voilà, c'est vraiment... voilà, activité professionnelle ou pas. Donc c'est vraiment une habilité naturelle que nous avons. C'est un élan de transformation du monde. Hein. Pour nous, le travail, c'est ça. C'est vraiment cette pulsion de transformation du monde que nous avons tous. Nous avons tous envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et certes, nous avons tous une réalité matérielle, mais le travail avant tout, il a besoin de sens pour l'homme. L'homme a besoin de sens et de savoir pourquoi il travaille, d'accord ? Donc quand on définit le talent, voilà, c'est vraiment cette... et souvent les personnes disent, bah oui, mais moi c'est naturel. Et en fait, bonsoir, bienvenue. Ouais, vous avez des chaises derrière, voilà, vous pouvez vous installer. Donc en fait, on agit avec facilité, avec naturel, et avec joie aussi, avec plaisir. Quand on dit qu'on est dans nos talents, nos élans, c'est facile et on réussit. Voilà. Et donc, quelle est la différence en fait avec talent? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de compétences parce que les entreprises recrutent des compétences. Et en fait, on leur dit non, vous ne recrutez pas des compétences, vous recrutez des hommes et des femmes. Voilà. Et donc, ce n'est pas la même approche. Et donc, les compétences, c'est important aussi, hein. Mais souvent, voilà, vous les connaissez parce qu'elles sont sur votre CV, ou voilà, on les connaît, on a été formé, on a des formations, donc on les connaît, nos talents, les compétences. Les talents, justement, on va voir qu'en fait, alors, certaines personnes les découvrent voilà, à un âge plus jeune ou pas, et souvent, on a du mal, en fait, à les reconnaître. Et donc, c'est là qu'on a besoin de reconnaissance. De l'extérieur, on a besoin qu'on nous les renvoie, voilà. Et c'est aussi un lieu de responsabilité. En fait, quand on parle de talent, nous avons reçu déjà la vie de nos parents, nous avons reçu un héritage et nous avons reçu ces talents. Donc en fait, on a quelque part la responsabilité de répondre à ce que nous avons reçu. Donc Anne-Françoise parlait d'engagement, c'est vraiment cette responsabilité pour s'engager en fait pour le monde et pour les autres. Voilà. Et c'est ça qui va donner du sens à notre travail. Voilà, donc d'où l'importance donc, de les connaître et de les reconnaître et de les nommer. D'accord ? Et c'est là qu'on va s'apercevoir de l'importance de pouvoir les accueillir et donc comment les nommer, parce que souvent voilà, moi les personnes me disent mais oui mais moi je fais ça, c'est facile, tout le monde fait ça. Ben non, en fait non, parce que c'est pas justement
c'est pas parce que c'est facile pour moi que tout le monde le fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Donc d'où l'importance de personnes extérieures pour nous les nommer et les encourager pour les déployer. Et c'est là qu'on va voir justement, donc nous avons la même nature tout au long de notre vie, mais on va voir que selon cette nature que nous avons des questions différentes selon les différentes périodes de la vie. Et les conditions pour déployer ces talents, hein, c'est le cœur du sujet de la conférence, les conditions en fait sont différentes. Et donc on va voir, voilà, on va passer un petit peu les différents âges et voir en fait déjà comment on peut les accueillir aux différents âges et comment aussi les déployer. Et là je passe la parole à Anne-Françoise pour la première partie. Alors, on a séparé des âges de la vie, bien sûr, c'est arbitraire. Il faut bien essayer de délimiter des tendances. On a commencé par délimiter de 0 à 6, ensuite de 7 à 12. Pourquoi 7? Parce qu'on dit que 7, c'est l'âge de raison. Il y a une raison pour laquelle on dit que c'est l'âge de raison, tout à l'heure. Et puis ensuite, la période 12-25, qui est la période de l'adolescence. On a mis jusqu'à 25. Quelquefois, aujourd'hui, on peut l'allonger un petit peu, cette période. Mais enfin, bon, on est 12-25. Voilà. Et ce sont on va vous parler un peu des différentes questions qu'on se pose à chaque âge de la vie et comment les talents que nous avons en nous peuvent se déployer ou pas. Voilà. Alors le premier, au début, je suis enfant, hein, entre 0 et 6 ans. La question intuitive que j'ai en tête, c'est d'où je viens. J'ai besoin, quand je suis enfant, de savoir que je suis la fille de ou le fils de, et j'ai besoin de savoir d'où je viens. Et voilà. Tu veux que j'avance? Ouais. Voilà. Et ce qui m'ont construit à cet âge-là, c'est le fait de savoir que je suis aimée et qu'on me le montre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore l'intelligence qui s'est développée. C'est un langage d'amour à cet âge-là, et on le sait aussi que quand les mamans portent des bébés, c'est le langage d'amour qui prime à cet âge-là. Donc j'ai besoin qu'on me montre qu'on m'aime. Voilà. Ça, c'est ce qui me construit à cet âge-là. Et puis, comment je m'exprime, voilà, comment je m'exprime et comment je développe mes talents par le jeu. Et cette phase du jeu est primordiale chez les enfants parce qu'ils vont expérimenter des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les écrans aussi jeunes, c'est une catastrophe, parce qu'ils sont dans le virtuel, alors que pour se construire, il faut expérimenter, et l'expérimentation du jeu passe par tout ce qui est sensible, par les sens, par le toucher, etc. Et donc j'expérimente par le jeu. Vous donnez, je ne sais pas si, quand on voit des enfants à qui on donne le même jeu, par exemple, vous donnez un jeu de cubes à plusieurs enfants, vous avez, si vous observez bien, vous avez déjà des talents qui s'expriment. Un premier enfant va tout de suite se jeter sur les cubes, va le démolir. Celui-là, il a besoin d'agir direct sur ce qui l'entoure. Un autre enfant va prendre un cube, va le regarder, va l'observer. Lui, il est déjà dans l'observation, dans le recul, etc. Un autre enfant va prendre le cube et va le donner à quelqu'un. Dans ces cas-là, le jeu lui sert de relation. Et c'est très intéressant d'observer les enfants en train de jouer, parce que les talents qu'il va mettre en œuvre dans le jeu, c'est les talents qu'il mettra en œuvre dans son travail. Voilà. C'est la même chose, c'est de la même nature. J'agis sur le monde. Voilà, donc le rôle des parents à cet âge-là, c'est d'observer beaucoup les enfants et de les encourager à continuer à expérimenter. Voilà. Et à cet âge-là, il y a l'action des parents, c'est l'autorité. L'action des parents, à cet âge-là, c'est la prédominance de la mère, puisque la mère correspond à la sécurité. La mère, elle sécurise, c'est la sécurité affective, voilà, que j'ai déjà expérimentée dans le ventre de ma maman et que je continue à expérimenter. Voilà. Donc petit à petit, je m'éloigne de ma mère, et puis je reviens, je m'éloigne, je reviens. C'est ça qui se joue entre 0 et 6 ans, donc j'expérimente la sécurité maternelle, et c'est dans le cadre de cette sécurité que j'expérimente qui je suis à travers le jeu. Voilà. Et du coup, il faut qu'il y ait une observation aussi de la mère. Alors, ça ne veut pas dire que le père est absent, hein, on est bien d'accord. Hein.
Mais le père, il a un rôle qui est aussi d'observer, mais la mère, elle a vraiment un rôle prédominant à cet âge-là. Voilà. Et donc, ce qui est demandé à l'autorité à cet âge-là, c'est-à-dire aux parents, c'est de s'émerveiller de ce que font les enfants, de jouer avec eux pour les faire expérimenter, etc. Alors, ensuite, l'enfant de 7-12 ans, la question qui se pose, c'est que suis-je? Pourquoi je vis? Alors que suis-je, c'est-à-dire de quelle nature je suis? Est-ce que je suis, il commence à observer, est-ce que je suis un animal? Est-ce que je suis une femme? Non, je suis un humain. Voilà, il observe et c'est de quelle nature je suis, pourquoi je vis? Je vis, voilà. Quand on entend les questions de ces enfants-là, c'est des vraies questions existentielles. Hein. Ils ont besoin qu'on échange avec eux là-dessus. Et ce qui construit un enfant à cet âge-là, c'est « je suis aimé » et on me le dit. C'est-à-dire que c'est par le verbe que l'enfant va sécuriser qui il est, va se construire. Donc là, c'est la parole qui est fondamentale, la parole de l'enfant qui apprend à nommer, mais également voilà, par le verbe, donc il nomme. Hein, le verbe, c'est vraiment le rôle de l'intelligence, c'est par là que passe l'intelligence. C'est-à-dire que plus on nomme, et plus on passe du conscient, de l'inconscient au conscient. Voilà. C'est bien tout ce qui permet l'analyse après. La relation s'ouvre à travers cette intelligence, je comprends des choses. Et là, l'action des parents, c'est de verbaliser et de faire verbaliser. La parole à cet âge-là auprès des enfants est fondamentale. Les parents ont besoin d'entendre que leurs parents nomment leur talent, déjà. Et c'est important parce que je peux vous dire que nous, quand on accompagne même des adultes, on leur fait parler de ce qu'on appelle l'héritage familial. Et quand ils nous parlent de cet âge-là, ils nous disent « Voilà, j'ai entendu mes parents nommer tel talent, j'ai été encouragée dans ces talents. » Donc c'est fondateur pour l'adulte que nous allons devenir. Donc là, le rôle des parents, c'est vraiment de verbaliser, de nommer, de dire « Ah là là, bravo, tu utilises ça, on a l'impression que tu as du plaisir à le faire, ben, continue à expérimenter, etc. » Pour ça, ça nécessite toute l'observation voilà, qu'il faut pour les encourager. Et puis, c'est l'âge où l'enfant a des rêves d'enfant. Par exemple, il y a un jeune qui m'avait raconté qu'à cet âge-là, il rêvait de jouer du piano dans un camion de pompiers. C'est étrange comme rêve. Mais là aussi, le rôle des parents, c'est d'écouter. C'est pas parce qu'il vous dit qu'il aime jouer du piano dans un camion de pompiers qu'il va forcément en faire son métier, bien sûr. Mais ça dit quelque chose de ce que l'enfant porte en lui. Et ce jeune-là, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, mais il avait envie que la musique aide les gens à se sentir mieux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les rêves que les enfants verbalisent à cet âge-là disent quelque chose de leur vocation propre. C'est pour ça que ça se respecte. Si un enfant dit, par exemple, plus tard, je vais être astronaute, même s'il ne devient pas astronaute, ça dit quelque chose de son désir d'aventure, son désir de découverte. Donc, c'est important d'écouter les rêves d'enfant. D'ailleurs, souvent, quand on est adulte, on dit quand j'étais enfant, je rêvais de ça. Voilà, et puis c'est du coup en verbalisant, c'est aussi l'âge où on l'aide à poser des choix, hein, parce qu'en verbalisant, on apprend à dire oui, on apprend à dire non, et donc on fait grandir son intelligence pour verbaliser. Et donc c'est important que quand par exemple une petite fille ou un petit garçon montre un dessin à ses parents, si ses parents ne le regardent pas, la petite fille ou le petit garçon vont penser « je n'existe pas aux yeux de mes parents ». Ça ne veut pas dire qu'il faut porter une attention extraordinaire. Si on n'a pas le temps, on peut lui dire « écoute, c'est très important ce que tu me montres, mais je le garde pour plus tard parce que là je suis occupée, mais on y reviendra ». L'absence de réaction des adultes quand un enfant montre quelque chose, c'est vécu de manière très mortifère pour un enfant intérieurement. Lui, il comprend je n'ai pas de valeur. Donc c'est important d'apporter de l'attention à ce que les enfants montrent à cet âge-là. Et puis on arrive à l'âge facile. 12-25. C'est facile. Là la question c'est qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Mais qui suis-je? On le voit bien aujourd'hui, c'est un âge qui a besoin d'être accompagné dans la confirmation de l'identité. Aujourd'hui, on le voit, mais c'est flagrant.
les jeunes ont besoin d'avoir en face des adultes qui leur disent qui ils sont. Et non pas choisis qui tu veux être. Non, ils ont une belle nature et il faut les conforter dans l'identité. Parce que c'est leur questionnement. Aujourd'hui, on va des adultes qui disent « Mon pauvre petit, tu te cherches, continue à te chercher. » Non, mais ce n'est pas la réponse qu'ils attendent. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui sont paumés. Et il faut nommer, il faut les aider à comprendre leur nature. Parce que sinon, là, ça prend des proportions. Donc la question qui se pose, c'est qui suis-je? C'est vraiment l'âge de l'identité. Voilà. Et là, ce qui me construit, c'est qu'on me dise que j'ai de la valeur, voilà, que je suis utile aux autres, et je passe du je, J-E-U, au je, J-E. Ce qui est compliqué à cet âge-là, c'est que c'est l'âge du je, J-E, et c'est aussi l'âge du on. C'est-à-dire que toute la complexité de cet âge-là, c'est d'exister en se comparant à une tribu, en se comparant à un groupe, et il a besoin d'être singulier dans un groupe. C'est pour ça qu'il a besoin qu'on l'aide à cultiver son identité, et à répondre à son identité, et à mettre des mots sur qui il est. Voilà. Et puis, comment je m'exprime? Je pense que vous en savez quelque chose, c'est par la confrontation. Par la confrontation, ça ne veut pas dire l'agression ou la guerre, c'est qu'il cherche des adultes qui se positionnent en adultes. Voilà. Donc il va se confronter, il va tester, il a besoin qu'en face, les adultes se positionnent en adultes et soient... voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc nous on a ça dans les confidences, c'est qu'en fait, les jeunes de cet âge-là regardent leurs parents et les observent. Les parents pensent qu'ils passent pour des abrutis aux yeux de leurs parents, de leurs enfants, mais en fait pas du tout. Nous, quand on a des confidences de cet âge-là, ils observent comment leurs parents vivent les choses, etc. Donc c'est très important de montrer un exemple d'adultes qui soient posés et qui sachent, qui disent les choses. C'est un âge où on a besoin de modèles. Voilà aussi aujourd'hui, quels sont les modèles des jeunes? Des youtubeurs, des influenceurs, comment? Des super-héros. Des super-héros. Mais il y a des super-héros qui valent la peine. Et il y en a d'autres qui les emmènent sur des choses. Donc à nous de les nourrir de modèles qui leur donnent envie de grand, qui leur donnent envie de beau, etc. C'est important les modèles. Voilà. Et puis, c'est l'âge de la prédominance du père. Alors ça c'est important, surtout aujourd'hui, on a du mal avec la figure paternelle. Le père à cet âge-là a vraiment une influence qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'il va confirmer l'identité et il va en même temps envoyer. Le rôle du père, c'est ces deux dimensions-là, c'est de confirmer et d'envoyer. C'est-à-dire qu'une parole du père qui dit à son jeune « tu as tel talent, vas-y, j'ai confiance en toi », il s'en souvient toute sa vie. Et là aussi, nous, on a des confidences d'adultes qui se souviennent de mots de leur père. C'est impressionnant. Et quand on n'a pas eu ces paroles paternelles, c'est difficile pour les enfants de s'engager pleinement parce qu'il y a la confiance qui se joue. Ça ne veut pas dire que on est tous imparfaits, il ne faut pas mettre non plus une pression. Mais il y a des figures paternelles aussi. Mais le rôle du père, il a vraiment quelque chose de fort à cet âge-là chez le jeune. Voilà. Et non seulement il faut qu'il nomme les talents de son enfant, mais en plus il faut qu'il l'envoie et dise « mais vas-y, essaye ». Voilà. Et c'est un âge où il va faire des erreurs. Voilà, il faut l'apprendre à assumer ses erreurs, assumer s'il expérimente, il va les assumer, mais qu'est-ce qu'il en fait, comment il apprend, etc. Il faut favoriser cette liberté et puis l'inviter à explorer des choses. Voilà. Et juste une petite anecdote. On a demandé à un enfant de faire un dessin et de le montrer à sa mère. L'enfant va montrer, à cet âge-là, 12-13 ans, l'enfant va montrer le dessin à sa mère, il revient et on lui dit « mais qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman ?» Eh bien, maman, elle a dit que c'était beau. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Si elle a dit ça, de toute façon, maman, elle trouve toujours que c'est beau parce qu'elle-même et tout ce que je fais, c'est beau. Eh bien, va montrer le dessin à ton père. Il revient, qu'est-ce qu'a dit ton père? Eh bien, papa m'a dit que c'est beau. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Si papa l'a dit, c'est que c'est vrai.
c'est ça qui se passe dans l'esprit d'un jeune. Voilà. Donc les pères, vous êtes importants, même si aujourd'hui on ne vous le dit pas assez, parce qu'on essaye de vous mettre de côté, mais c'est vraiment important le rôle du père aujourd'hui, et les crises d'engagement qu'on peut vivre, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'envoi et de paroles qui ont encouragé les personnes à y aller. Et nous on le voit enfin tu vas peut-être en parler, mais on le voit dans des personnes qui n'arrivent pas à s'engager dans leur carrière professionnelle, il y a des freins, et quand on revient à l'histoire du père, il y a des choses qui s'éclairent. Voilà. Après, père et patron, c'est la même racine. Voilà. Pour la suite, et bah oui, pour rebondir un exemple, moi j'ai accompagné une médecin anesthésiste sur Paris qui a 55 ans. Et en fait, dans l'accompagnement, on renvoie souvent les adultes. Elle a la chance encore d'avoir son papa. Et en fait, voilà, on se disait, tiens, anesthésiste, on pourrait se dire, voilà, c'est une vraie vocation. Mais en fait, arrivée à 50, voilà, elle a eu un burn-out avec une perte de repère de confiance. Et en fait, le fait d'avoir cette conversation avec son père, de dire, bah, tiens, de reconnaître ses talents, elle a entendu des choses, en fait, et ben qui l'ont, voilà, c'est vraiment, voilà, faites l'expérience si vous avez la chance de pouvoir le faire. C'est vraiment voilà, j'ai bien senti, elle m'a dit que ce qu'elle avait entendu, ça l'a vraiment confortée. Donc voilà. J'ai juste oublié de raconter le témoignage d'une jeune. Ah aussi. Voilà, qui, alors c'est pas celle que j'ai écrite, c'est une autre. Mais elle a fait du droit, alors que c'était une créative. Elle a fait du droit pendant 4 ans, c'est-à-dire que son DUG, à l'époque c'était un DUG, elle a fait son DUG en 4 ans, hein, donc elle a ramé. Et après elle m'a dit, bon bah maintenant, mon père est fier de moi, j'ai mon DUG de droit, maintenant je peux faire ce que je veux. Donc c'est pour vous dire combien on va chercher la fierté de son père, et quelquefois on peut se tromper d'orientation parce qu'on a besoin d'entendre que notre père est fier de nous, quoi. Voilà. Donc, alors... Excusez-moi, mais c'est pour ça que dans le diapo, il y a marqué être fier de. Oui. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire être content pour lui. Parce que justement, ça fait ce genre de choses. Oui. Oui, mais la fierté, c'est encore plus fort que être content. Mais c'est vrai, tout à fait juste. Oui, tout à fait. Oui, il faut se réjouir de son choix et non pas... Comment ? Il faut se réjouir de son choix. Alors, on continue dans les périodes de l'âge. Donc, pour continuer, alors on a vu donc avec Anne-Françoise sur les périodes voilà, plus jeunes des enfants, des ados, on est sur des questions d'identité. D'accord ? Quand on arrive, alors déjà, voilà, la question est différente. Donc, alors, dans la période jeune adulte, hein, on va dire 25-40 ans, on va dire c'est plus une angoisse sociale. Dans le sens où à qui je sers et suis-je capable, compétent. Voilà, c'est vraiment la période où on va avoir besoin de se prouver. Donc c'est souvent une des premières expériences professionnelles où on va être confronté à la réalité du travail, on quitte les études, et où on va souvent être formé aussi par les entreprises ou l'environnement où on arrive. Donc, en tout cas, il y a cette soif aussi d'apprendre encore, de continuer, c'est pas parce qu'on a fini les études qu'on finit, voilà. Donc en fait, on a toujours besoin d'apprendre, parce que c'est vraiment cette question qui nous meut derrière, suis-je capable, suis-je compétent, d'accord? Donc j'ai besoin de développer ça. Donc ce qui me construit, c'est ça. Donc j'acquiers ces connaissances, ces compétences, d'accord? Donc pour me prouver que je suis capable. Et là, le développement des talents, on voit que c'est différent, c'est vraiment par mon action, voilà. Donc j'ai vraiment besoin de développer les talents et les compétences pour prouver ce dont je suis capable. Donc c'est là qu'on est, quand on dit on se développe, dans l'action, d'accord, on s'épanouit dans l'action, c'est vraiment cette période, on est dans la force de l'âge, comme on dit. Donc un danger, j'ai envie de dire, une vigilance à avoir, on peut confondre ce que je fais et ce que je suis. Donc si l'orientation a bien été faite auparavant et que vraiment on est dans notre élan, comme on dit, dans le sens du talent, de notre élan de vie, de transformation, on est aligné avec qui on est. Mais il peut y avoir le risque
voilà, je développe des compétences, je suis sur un job et je dois me prouver que donc, dans mon action, voilà, je continue, mais je m'éloigne finalement de mon élan. Et c'est là que voilà, une déconnexion peut être faite. Donc c'est vraiment un point de vigilance en tout cas à avoir, d'accord ? Une séparation entre qui je suis et ce que je fais. Voilà. Donc, et là, l'action de l'autorité, alors pour développer justement, on continue à développer. Alors quand on dit autorité, c'est au sens de augurer, faire grandir. Donc toute parole d'autorité, on l'a vu avec voilà, les parents avant, c'est faire grandir les enfants. Dans l'entreprise ou dans toute organisation humaine, la première responsabilité d'un encadrant, d'un dirigeant, d'un manager, c'est de faire grandir ses équipes, de faire grandir. Donc quand on parle d'autorité, c'est dans ce sens-là, à augurer, faire grandir. Donc là, c'est vraiment continuer d'encourager. Donc c'est un peu ce que voilà, l'envoi dont Anne-Françoise parlait, mais voilà, de nommer, de reconnaître les talents des personnes, donc des collaborateurs, voilà, donc la parole d'autorité qui va faire grandir les personnes, d'accord ? Je voulais dire quelque chose. Oui, donc un exemple à partager. Moi, je me souviens d'une jeune de 35 ans qui est venue me voir et qui me disait, voilà, moi j'ai l'impression de me planquer dans mon travail, ça n'a pas de sens. Voilà, donc elle voulait donc faire ce bilan de talent. Elle était graphiste. Et bon voilà, elle voulait quitter son entreprise et moi j'en ai marre, je veux partir. Bon, on fait l'accompagnement. À la fin de l'accompagnement, en fait, c'est ce qu'elle a découvert dans ses talents, c'était vraiment un élan d'analyse, de réflexion, de creuser les choses. Elle avait vraiment cette capacité de faire des liens logiques, de comprendre les choses d'une manière vraiment profonde. Et il s'est avéré que au niveau le timing, donc à la fin de l'accompagnement, elle a eu une promotion dans son entreprise. On lui proposait un poste de stratégiste marketing qui était différente voilà, de son poste de graphiste. Elle m'a dit, et là c'était vraiment intéressant, elle m'a dit si je n'avais pas fait cet accompagnement, je n'aurais pas accepté le poste. Parce qu'elle n'avait pas confiance, déjà elle n'aurait pas eu confiance qu'elle pouvait le faire. Et en plus, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que en fait, le poste qu'on lui proposait correspondait complètement, non pas seulement à ses compétences, mais vraiment à son élan. Elle avait toutes les capacités de le faire, mais en plus, ça correspondait vraiment à son besoin aussi de se nourrir intellectuellement, que nous n'avons pas tous. Voilà, il y a des personnes qui ont plus besoin de creuser, de se nourrir intellectuellement, d'autres non, et qui ont d'autres élans, d'accord ? Mais voilà, et en fait, ça coïncidait complètement. Et du coup, elle a accepté ce poste qui a été un tremplin, mais formidable, parce que le cercle vertueux, c'est qu'en fait, quand on accueille nos talents, on les déploie, donc on gagne la confiance. Donc plus on gagne confiance en soi, plus on va les déployer. Voilà, ça marche un peu comme ça. Donc moi, je trouvais que c'était un bel exemple, parce que pas sûr qu'elle l'aurait pris, en ayant une envie de partir, alors qu'en fait c'était un très bon, c'était un bon poste, c'était une bonne direction pour elle où aller. Voilà, donc c'est ce que je peux vous partager pour cette période de vie. Ensuite, alors, quand on avance, on parle donc dans adulte, professionnel plus avancé, on va dire confirmé. Et souvent, là, on parlait de crise de la quarantaine, on parle de la crise de sens, donc forcément un peu la crise de milieu de vie, voilà, enfin on peut l'appeler par différents noms. Mais quand on regarde la nature de l'homme qui avance dans l'âge, c'est sûr que les questions de sens, alors aujourd'hui, on a ces tranches d'âge. Aujourd'hui, les questions de sens, c'est vrai qu'on les voyait apparaître à 40-50 ans. Aujourd'hui, on les voit apparaître bien plus tôt. Voilà, il y a des choses, on est d'accord, il y a des choses qui bougent. Moi j'ai des jeunes qui viennent à 25 ans, même encore en études, qui ont vraiment ces questions de sens. Mais voilà, dans les grandes lignes, cette angoisse du sens, ce questionnement, il arrive à cette période. Là, c'est vraiment le pourquoi
voilà, pourquoi je vis, pourquoi je travaille. Il y a vraiment ces questions fondamentales voilà, on commence à questionner ça, alors qu'on ne questionnait pas forcément dans la période d'avant. Voilà. Donc là, ce qui me construit, c'est vraiment, la personne a besoin d'engager ce qui est bon pour moi. C'est pour ça qu'il y a ce questionnement, parce qu'on est sur des activités voilà, où ouais, on sent que, tiens, c'est peut-être pas forcément, voilà, j'engage pas forcément tout ce que je suis fondamentalement, d'accord? Donc pour soi et pour les autres. Il y a vraiment ce besoin d'être aligné avec ça. Et donc, je vais développer mes talents. Donc là, c'est pas mon questionnement. Donc il y a vraiment un besoin de les engager. Et donc justement, quand je ne suis pas alignée avec mes élans, c'est là que ça commence un peu à coincer, on va dire, d'accord? Et donc, on en a parlé, besoin qu'on nous renvoie nos talents. Donc, en fait, on a besoin d'être aidé dans la reconnaissance de, voilà, c'est quoi mes élans? Parce que j'en ai parlé en introduction, moi, j'avais toutes les compétences pour faire les jobs sur lesquels j'étais. Voilà, je les faisais très bien, sauf que, en fait, plus j'avançais, plus voilà, pour moi, il y avait une question de sens aussi. Je m'éloignais de ce qui me nourrissait aussi en même temps. Donc, en fait, cette déconnexion entre, voilà, dans la période, alors, voilà, je ne sais pas si ça vous parle par rapport à ce que vous avez vécu, vous, professionnellement, mais il y a vraiment ce questionnement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'engage, et cette jeune qui me disait, voilà, j'ai l'impression de me planquer, c'était ça. Il y avait quelque chose qui n'était pas engagé en elle, elle avait envie d'apporter plus de sa personne, d'accord? Donc on a besoin d'être aidé, d'être reconnu pour ce que je suis, d'accord? On va plus loin vers on se rapproche quelque part de notre élan. Et là, pareil, donc l'action de l'autorité, toujours, donc c'est vraiment de prendre en compte, toujours d'accueillir en fait ces élans différents, donc d'éclairer. On parle d'éclairer des éléments de l'identité. Voilà, et Anne-Françoise en parlait, c'est d'aider pour l'engagement, parce qu'on est vraiment, voilà, c'est vraiment pour l'engagement dans notre activité, pour le monde, pour les autres et pour soi, d'accord? Et au service du bien commun. Et on avance. Alors, je peux donner aussi un exemple ici. Donc, quand je disais, voilà, souvent on ne se rend pas compte en fait de nos talents. Quand on accompagne les personnes, en fait, on part vraiment du réel. On est dans le réel, voilà, on n'est pas hors sol. Donc, on part des réalisations des personnes. Et moi, j'ai en mémoire, voilà, une personne dans cette tranche d'âge qui était assistante RH, voilà. Et au fil des entretiens, elle me racontait, voilà, quand on raconte ces expériences réussies, aimées et faciles, là, on voit tous les élans des personnes, en fait, ils sont là. Et donc, elle me racontait, voilà, quand il y avait des nouveaux embauchés, des journées de nouveaux embauchés, elle créait des nouveaux carnets, voilà, avec la photo des nouvelles personnes, elle organisait des déjeuners, et pour elle avait vraiment cette façon d'avoir des regards croisés, décalés. Voilà, elle amenait sa patte comme ça. En fait, elle organisait des déjeuners où, voilà, elle aimait mélanger, en fait, voilà, le PDG avec les ouvriers. Et ça, l'entreprise où elle a fait plusieurs postes, chaque entreprise où elle arrivait, ça n'existait pas. Elle avait le don d'amener, voilà, avec facilité, en fait, ces journées pour faire rencontrer les gens, pour faire connaître les nouveaux embauchés. Et elle faisait ça dans son travail, mais elle faisait ça à l'extérieur également. Voilà, elle faisait des soirées téléthon où elle avait... Et elle me dit, mais en fait, tout le monde fait ça. Je dis, bah non, pas tout le monde peut avoir... Déjà, a cette capacité de regard décalé, croisé, et d'arriver à mélanger les personnes comme ça. Elle organisait des soirées de levée de fonds pour le téléthon, où elle arrivait à croiser les personnes, les élus de la municipalité avec des jeunes qui faisaient du rap. Enfin, elle avait un don pour mélanger les personnes comme ça, et c'était naturel pour elle. Elle ne s'en rendait pas compte. Et donc le fait d'accueillir déjà, voilà, cette capacité, enfin cet élan, et pour elle c'était un élan de vie parce que voilà, elle adorait, ça donnait du sens à son travail.
aujourd'hui, ça lui permet d'avoir un autre regard aussi sur ce qu'elle apporte, voilà, de prendre confiance dans ça. D'accord ? Et voilà, donc on avance. Alors, Eureka. En tout cas, on l'espère. Voilà, quand on avance encore plus, alors bon, 50 et plus, hein, parce que, et j'ai envie de dire, voilà, c'est pour la préparation à la retraite aussi, hein, aujourd'hui, voilà, on accompagne pas mal de personnes aussi pour cette nouvelle étape, parce que c'est important aussi voilà, on a passé toute notre vie professionnelle, c'est une étape, un cap à passer, et pourquoi ne pas, voilà, trouver des activités qui correspondent à nos élans, hein, à cette période de l'âge. Mais bon, 50 ans, c'est encore pas la retraite. Mais là, c'est vraiment, voilà, la question, comment puis-je servir les autres? Et il y a vraiment une question de transmission, une envie de transmettre, voilà, on n'a plus besoin de se prouver, d'accord? Donc on a appris, enfin voilà, il y a beaucoup d'expériences, il y a toute une, voilà, beaucoup de choses à transmettre aux autres, aux jeunes. Voilà, et donc ce qui me construit, c'est vraiment, voilà, on prend conscience de sa valeur, il y a une confiance. Voilà, si on est vraiment aligné avec nos élans, qui nous sommes, voilà, donc ça a renforcé la confiance en ce que je suis, et là on va chercher à transmettre. Là, on a plein d'exemples, voilà, de personnes dans cette tranche d'âge, des ingénieurs qui vont, voilà, faire des formations pour les jeunes, on en parlait cet après-midi en entreprise. Il y a pas mal de personnes justement à cet âge-là qui deviennent consultants, ou voilà, qui vont, même à l'intérieur d'une entreprise, hein, qui vont devenir même, voilà, passer les relais aux jeunes. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de transmission. Et donc c'est là le développement des talents. Donc ça va vraiment être par ma vie, mon témoignage. On a besoin de porter du fruit, d'accord ? Tout ce qu'on a acquis, appris et transformé, voilà, il y a vraiment un besoin d'engagement de ma pleine personne, d'accord ? Donc dans le cas idéal, si ça se fait, et c'est là que si justement les conditions ne sont pas possibles pour le faire, c'est là que la personne, voilà, quand on sent qu'on n'engage pas sa personne, plus on avance dans l'âge, plus voilà, c'est... en tout cas, il y a le besoin de le faire. Et là, c'est pareil. Ah, pardon. Voilà, l'action de l'autorité, c'est toujours voilà, d'accueillir aussi ce passage, j'ai envie de dire. Moi, je pense aussi à, j'ai l'exemple de ce médecin aussi dont je parlais, qui arrive, voilà, à cette période d'âge, qui a envie de faire de la formation en prévention médicale. Vous voyez, c'est beaucoup, on voit pas mal, même au sein d'entreprises ou d'organisations, les rôles commencent un peu à changer dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que, donc, ouais, on a le temps pour les échanges. Et juste, on n'a rien mis dans oui. Dans le petit carré, parce que souvent la personne de ces âges-là, c'est elle qui devient la personne d'autorité. C'est-à-dire qu'elle a une parole d'autorité. La parole d'autorité, c'est transmettre quelque chose et de le dire avec autorité. Ce qui explique le vide. Le vide qui n'est pas un vide. Donc on a balayé, voilà, toutes ces périodes. Donc comme on disait, le fil rouge, c'est qu'on garde la même nature. Les questions ne sont pas les mêmes aux mêmes âges. Bon, on est allé un peu vite, voilà, dans la description de tous les âges, parce qu'on voulait garder, voilà, 1 heure de conférence. Une chose que j'ai oubliée au début, parce que je vous ai parlé, je partirai des constats, donc je vais le faire à la fin, mais je peux vous partager ça aussi. Parce que voilà, quand on parle d'orientation des jeunes, en fait, aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup des notes. Il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon dossier, pour avoir, voilà, une bonne école. Surtout avec Parcoursup, il faut rentrer dans la bonne case, d'accord ? Et voilà, Parcoursup, ça a apporté beaucoup plus d'anxiété pour les parents aussi. Donc nous, on dit aussi, oui, voilà, la question fondamentale, parce que justement, donc, quand on a vu toutes ces périodes d'âge, en fait, c'est ok, c'est important d'avoir une bonne carrière, une bonne école, un bon dossier, mais c'est est-ce que pour que je sois à la bonne place ? La bonne place, c'est est-ce que ça correspond
à mes élans, à qui je suis, à mon élan de... Parce que finalement, cet élan de transformation de vie, hein, du monde, qui est le travail, c'est un élan de vie, d'accord? Et donc, voilà, donc c'est la question fondamentale, voilà, qui suis-je et quelles sont mes aspirations, hein, Anne-Françoise en parlait pour les jeunes, voilà. Donc, oui, c'est une réalité, voilà, le Parcoursup est là, c'est pas qu'on va pas aider les jeunes à remplir la bonne case, mais à poser les bonnes questions. Parce que voilà, sinon on voit bien, quand ces questionnements arrivent, voilà, à l'âge plus adulte, et elles reviennent, quoi. On voit de toute façon, cet élan est si fort qu'en fait il est là. Donc c'est là que c'est important aussi de, voilà, de bien, voilà, je fais les constats à la fin, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est vraiment, voilà, si on arrive à mettre des mots, voilà, sur cet élan de transformation, voilà, autant le faire le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Il y a comme ça quelqu'un de 42 ans qui est venu nous voir. Et alors, il nous déroule son parcours professionnel. On s'est dit, oh là là, c'est le tapis rouge, hein, vraiment. Donc c'est un gars qui avait justement comme ça des super notes. Donc forcément, on l'a orienté vers de très bonnes écoles, notamment Polytechnique. Et puis ça ne suffisait pas. Du coup, il a fait une autre très bonne école. Et il est arrivé, donc après, il a eu une très bonne place dans une très bonne boîte. Et il est arrivé en nous disant, ces études, c'est ma croix. Il est arrivé, il était démoli de l'intérieur parce que tout ce parcours, il a été poussé par les études parce que c'était bon, etc. et qu'il était bon, et en fait, c'était pas du tout lui. Et donc, il a mis du temps à accueillir tout ça parce qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps, même, alors que pourtant, il y a des bonnes choses quand même, hein, mais ça peut démolir, quoi. Donc, il ne faut pas uniquement tenir compte des notes et il faut faire attention avec les jeunes, de vraiment, la question de l'identité, elle est importante. Et elle n'est jamais traitée, enfin rarement. Alors ça commence à venir dans les établissements, mais elle est rarement traitée dans les établissements secondaires, cette question d'identité. On traite des notes et des bulletins, mais est-ce qu'on parle de la nature de leur talent, ce qu'ils aiment vivre, ce qu'ils n'aiment pas vivre? Très rarement. Donc c'est un peu le rôle aussi des parents, des grands-parents, de les accompagner là-dedans, pour qu'ils suivent quelque chose qui les habite, plutôt qu'un truc qu'ils vont dérouler... Les aspirations profondes, à quoi j'aspire. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. On peut avoir un moment d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute question aide toujours. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Des observations, des témoignages. Voilà, des partages. Et en moyenne, les parcours, ça dure combien de temps? Bon, ça dépend, je pense, des personnes, etc. Mais en moyenne, ça dure combien de temps? Les parcours d'accompagnement, oui. Pour les jeunes ou pour les adultes? Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, on est sur 2 à 3 rendez-vous, quoi. Donc ça se fait sur toutes les 2 semaines. Donc c'est assez rapide, hein, pour les jeunes. Hein. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Pour les adultes, on prend plus de temps, bien sûr. Oui. Pour les adultes, on est plus sur 6 à 8 rendez-vous, on a plus de temps, voilà. Ouais. Parce qu'il y a plus d'expérience, on part. Voilà. Pour les jeunes, on propose ce qu'on appelle des diagnostics de talent. Voilà. Donc en fait, on éclaire des éléments de cette identité, justement, voilà, au travers de ce qu'on appelle l'analyse de la personnalité professionnelle. Et puis on donne le flambeau aux parents surtout. C'est-à-dire que dans l'accompagnement des jeunes, les parents sont partie prenante. Et en fait, parce que quelquefois, les parents voient le jeune et ils sont tout le temps avec lui et il leur manque des éléments quelquefois pour que nous, ils nous disent, qu'ils ne disent pas aux jeunes. Et donc, on inclut les parents dans la démarche, notamment à la fin de la restitution. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont incroyables, notamment quelquefois des pères, je sais pas, les pères recommencent, mais des pères qui disent « mais oh là là, je ne savais pas tout ça ». Mais oui, je me souviens, à tel âge, tu as fait ça. Et là, c'est un moment de reconnaissance incroyable pour le jeune, qui du coup peut... Et puis après, c'est les parents qui prennent le relais. Donc pour les jeunes, c'est moins un accompagnement, parce qu'ils n'ont pas toujours les mots. Mais en tout cas, c'est un passage de relais pour les parents, en tout cas.
Ouais, ou même une jeune t'avait accompagnée, je me souviens, qui avait un côté esthétique, et puis son père a reconnu dans l'accompagnement. Mais oui, moi aussi, j'avais ce côté artistique que je ne reconnaissais voilà. pas. Je me souviens. En fait, il y a dans l'accompagnement des parents, quelquefois, une projection inconsciente. On le sait tous, hein, oh là là, mais il devrait faire ça, moi j'aurais rêvé de faire ça, c'est un truc génial, qu'il le fasse. Des créatifs qui disent mais vas-y. Mais en fait, c'est pas ça dont le jeune a besoin. Il a besoin qu'on reconnaisse qui il est. Et en fait, la difficulté quelquefois des parents, c'est de faire abstraction de ce qu'ils ont envie, eux, de faire, et de ne pas le projeter sur leur jeune, et d'écouter vraiment ce que le jeune a envie de faire. Et donc, parce que pour le jeune, pour faire plaisir à ses parents et pour avoir un retour, il peut avoir aussi tendance à suivre ce que va dire ses jeunes. Et il y avait une jeune comme ça qui... faut que je m'arrête. Je termine juste cette petite histoire, je ne reste pas. Elle est venue, sa mère était médecin et son père était pharmacien. Et elle arrive et elle me dit, et puis comme ça, hein, elle me fait comme ça, elle dit « J'ai toujours rêvé de faire de la médecine. » Je dis « Bon, d'accord. Mais pourquoi ?» Et elle n'arrive pas à me dire pourquoi. Et je la fais parler un peu de ce qu'elle faisait quand elle était jeune, et là, elle se redresse, elle me dit « Ah, mais quand j'étais jeune, je passais mon temps à déménager mes chambres parce que j'adorais tester des trucs, etc. » Et en fait, elle trouvait que ce que faisaient ses parents, c'était tellement beau, parce que c'était au service. C'est pas les parents qui lui ont mis la pression cette fois. Elle s'était mis la pression elle-même, parce que c'était des métiers qui étaient au service des autres, qu'elle trouvait beaux et généreux. Et elle se disait « Je vais faire comme eux, c'est chouette, c'est beau. » Et quand je lui ai dit « En fait... Finalement, elle est partie en architecture, donc là, elle a terminé depuis longtemps, elle s'est installée. Et en fait, je lui ai dit, mais tu peux rendre service au monde avec ce que tu es. Tu n'es pas obligé de faire... voilà. Et ben, voilà, elle a compris, elle a pu... mais il y a en même temps la pression des parents, en même temps la pression qu'on se met aussi. Mais elle avait besoin d'entendre ça, quoi. Et elle avait besoin d'entendre ça. Ouais, ça... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Partage ou est-ce que ça vous parle là, ce qu'on a partagé? Oui. Après, ce qui est compliqué aussi en tant que parent, c'est oui que notre enfant trouve sa voie, mais une voie dans laquelle il va aussi pouvoir en vivre, hein, parce qu'il y a des métiers où malheureusement la vie fait qu'il trouvera un métier où pas forcément. Moi j'ai des nièces à qui c'est arrivé en ce moment et elles ont fini leurs études et il n'y a pas de métier. Donc c'est très compliqué à 25 ans de se retrouver sans rien. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Après, oui, j'entends, hein, comme j'ai dit, il y a une réalité matérielle à prendre en compte. Voilà. L'idée, c'est de... Nous, il y a des... Enfin, dans les exemples que Anne-Françoise donnait, c'est aussi... Déjà, parce qu'il y a des jeux, enfin après je ne sais pas ce qu'elles ont choisi, il y a aussi le contexte, hein, je ne sais pas quelle voie, mais... C'est l'histoire de l'art, doctorat d'histoire de l'art, ouais. Sur la couleur florentine de 14 ans. Oui, c'est voilà, d'accord. Mais ce qui est important en tout cas, c'est que, quand on dit ça, bien sûr, évidemment, hein, c'est... Mais il y a des jeunes qui peuvent vivre de leur talent, mais ce serait dommage qu'ils passent à côté. Et nous, on a plein d'exemples de ça. Voilà. Donc, oui. Mais surtout, la question là, c'est pourquoi. En fait, elle peut choisir plein de choses, elle peut choisir l'école de l'art, mais en fait, le pourquoi n'est jamais creusé. C'est-à-dire que le pourquoi peut amener à plein d'activités différentes. C'est-à-dire pourquoi elle avait envie d'étudier ce détail à l'école florentine. Et je suis sûre de creuser les pourquoi. Ça ouvre le champ des possibles, parce que ça se trouve, c'est parce qu'elle aime s'émerveiller d'un détail. Ben oui, mais il y a plein d'autres domaines où tu peux le faire. Et du coup, au lieu d'aller dans un seul domaine, ça permet d'élargir. Et en fait, on est tout le temps dans le comment aujourd'hui. Comment tu vas gagner ta vie? Comment? Ben, c'est pas ça l'important de notre vie. Nous, on se pose tous la question, mais pourquoi je vis, quoi? Et à quoi je sers? Donc c'est vraiment une question, c'est ça qu'il faut à ça qu'il faut les aider à répondre. Donc il faut poser la question pourquoi. Voilà. Et souvent on s'aperçoit, moi là j'ai une personne qui travaille dans le social. Bon, c'était son rêve de jeune, voilà, enfin d'ado ou même voilà, de ses idéaux de jeune, hein, on va dire, comme on a quand on est jeune et qu'on garde aussi, mais voilà, qui voulait être utile. Et en fait, on peut être utile, il n'y a pas que dans le social qu'on peut être utile, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc quand on creuse le pourquoi,
on peut le mettre en application dans plein d'autres domaines. Voilà. Et aujourd'hui, si Mozart venait, il serait, alors j'ai rien contre les comptables, hein, mais il serait parti dans des études de compta. Hein. On n'aurait pas eu de Mozart. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a des risques à prendre dans la vie. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument foncer tête baissée, hein. Mais il y a aussi des risques qu'on ne veut plus prendre aujourd'hui parce qu'il y a des sécurités qui prennent le pas. Et la sécurité matérielle, quand elle ne prend le pas, nous on voit les gens qui ont choisi ça en burn-out après. Parce que c'est devenu la finalité première. Et donc il y a des ordres à mettre dans les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument... faut pas être déconnecté du réel non plus. Hein. Mais il faut creuser un peu plus que ce qu'on creuse souvent, quoi. Il y a une histoire d'oser, de s'autoriser aussi. Hein. C'est pas, voilà, comme on dit, c'est pas de faire n'importe quoi, mais il y a aussi une histoire de s'autoriser. Quand on parlait de la prédominance du Père, le Père nous autorise, nous envoie, et c'est aussi une question de s'autoriser. Moi, les personnes que je vois là, mais on voit la richesse humaine de la personne, on voit vraiment toutes les possibilités, et en fait, on se met des freins aussi soi-même. Donc il y a aussi, histoire de débloquer aussi un peu. Alors après, le contexte est aussi peut-être pas forcément il y a quand même beaucoup de peur, il y a un moment donné, il y a aussi les élans sont là et nous on les voit bien qui ressortent, quoi. Donc quand les personnes partagent ce qu'elles ont fait, il y a des fois on a envie de dire, moi j'en dis mais lâchez les watts, quoi, parce que c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Oui, ce que je vois, c'est que le talent, des fois, choisit des études qui sont trop proches du talent que l'on a. C'est un peu contraignant, parce qu'en fait, on a un talent qui est libre, qui est de la fait libre, pour moi, hein, je pense comme ça. Et en fait, lorsqu'on le colle avec des formations, avec le travail, c'est trop contraignant pour moi. Hein. Donc, en fait, le talent, il faut qu'il soit un peu. Qu'il soit pas trop collé avec le travail. Parce qu'en fait, par exemple, là, je pense aux compagnons, aux compagnons du Tour de France, des gens qui sont appliqués, qui s'appliquent, et puis après, même les gens qui s'investissent trop dans leur talent. Hein. Ça devient une contrainte pour moi, pour eux, parce que en fait, c'est bien le talent, mais il faut que ça puisse se vivre un petit peu, il faut que ça puisse se diluer dans le travail, mais de façon douce, et pas que ça fasse partie du travail complètement. Pour ma part. Hein. Après, si c'est contraignant, c'est qu'il y a un problème de contexte. C'est-à-dire qu'il y a des contextes dans lesquels les talents se déploient librement et d'autres moins. Et il faut aussi non seulement s'interroger sur les talents qu'on a, mais sur les contextes dans lesquels ils se déploient le plus librement possible. Et je pense par exemple à des infirmières qui ont vraiment une vocation d'accompagner, etc. Le contexte aujourd'hui est hyper compliqué. Ça les fait douter de ce qu'elles aiment parce que le contexte a changé. Et bien, il faut peut-être. Donc il y en a qui changent de contexte. Mais si vous n'êtes pas dans votre talent, dans une activité professionnelle, vous n'êtes pas qui vous êtes. Et nous, on en voit tous les jours. Alors, le talent, dans le sens, ce que je fais naturellement avec plaisir. Essayez de faire quelque chose où vous n'avez aucun plaisir, où vous avez 80% d'effort et 20% de plaisir, je peux vous dire que dans la durée, c'est compliqué à tenir. Donc après, ça dépend de ce que vous appelez talent. Si c'est les talents artistiques, vous avez peur. Mais je pense qu'il y a une question de contexte. Et on est quand même fait pour se déployer. C'est-à-dire que les talents, c'est notre identité, quoi. C'est vraiment ce qu'on porte. Donc, je mettrais peut-être, je sais pas, hein, mais je mettrais un petit bémol dans ce que vous dites. Mais bon, c'est pour partager votre... Je pense que les contextes, ouais. Dans tous les contextes, on va pouvoir trouver un talent, se développer. Je pense. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on a besoin de définir les talents des personnes, de se définir. Ça c'est important, ça c'est
et c'est vraiment important ce que vous faites, parce que souvent les personnes ne se rendent pas compte qu'ils ont une valeur qui est personnelle, qui leur est propre, et qui ne peut pas être, effacée par rapport au nombre. C'est ce qu'on est unique. Moi, je trouve ça, c'est bien ce que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Questions, remarques? Maca? Oui, bonsoir. C'était pour savoir en fin de parcours, c'est pour avoir une idée des trajectoires du coup des personnes, reconversion, changement de poste avec la personne de 35 ans, enfin c'est pour avoir une idée du type de trajectoire qu'ils prennent en fait. Juste par curiosité pour savoir. Bah ça c'est oui c'est très divers. En fait il y en a moi dans les personnes que j'ai accompagnées, comme je disais souvent en fait les personnes arrivent, elles veulent quitter leur travail et en fait elles s'aperçoivent que déjà ça les aide à changer de regard sur ce qu'elles font. Souvent ça aide à déployer aussi des choses dont elles ne se déployaient pas. Moi, par exemple, le médecin dont j'ai parlé, en fait, c'est pareil. Elle voulait quitter l'hôpital, bon après, parce que les conditions, comme dit Anne-Françoise, voilà, l'hôpital public, bah, ça devient compliqué. Mais en fait, le fait d'avoir déjà compris comment elle fonctionnait, parce que c'est vraiment comment on fonctionne au travail, lui a permis déjà d'aborder son travail différemment, de communiquer différemment. Et donc, du coup, de déployer d'autres, un autre regard, mais c'est pas qu'un autre regard, c'est une autre posture. Donc en fait, pas tout le monde est amené à changer. Et en fait, au départ, moi je me souviens, elle a vraiment été bousculée déjà par son burn-out. Et c'était vraiment, elle re-questionnait en fait son métier. Mais en fait, à la fin, elle a dit, mais je suis médecin fondamentalement. C'était un vrai engagement, une vraie... voilà. Donc pour elle, ça c'est un exemple. Pas toutes personnes sont amenées à changer fondamentalement ce qu'elles font. D'accord ? Ça permet de développer un autre regard. Ensuite, la personne dont je parlais, qui a eu sa promotion, elle est restée dans son entreprise. Est-ce qu'elle va rester ou pas dans cette boîte ? On ne sait pas, à son âge elle est jeune, elle va peut-être sûrement changer, mais en tout cas ce métier, ce nouveau job sera, ça c'est sûr, un levier pour la suite pour elle, ça c'est certain. Voilà. Après, il y en a qui changent radicalement, qui passent ou alors donc comme je disais, des personnes qui sont dans le social, oui, peut-être qu'ils vont plus aller dans des métiers de soins, parce qu'il y a une attention à l'autre, mais tout dépend. Et t'en as qui se mettent à leur compte, parce que pas tout le monde, alors souvent il y a ce rêve d'entrepreneur, de développer, de ne plus avoir de patron, parce qu'on en a marre de l'entreprise, on veut être autonome, mais il faut savoir que ce n'est pas donné à tout le monde non plus, d'accord, d'être à son compte, d'être entrepreneur, parce que il y a plein de choses derrière, et donc on découvre ça aussi. Est-ce que vraiment j'ai ce qu'il faut, les élans pour le faire? Et ça, voilà. Donc en fait, après dans l'engagement, nous on invite les personnes vraiment, alors, déjà, accueillir son héritage, son histoire, d'accord, ses expériences, ses talents. On travaille sur les aspirations profondes et c'est là qu'on va nommer vers quelle direction. Donc, si tu veux, ça se fait, chaque personne va avoir sa réponse, quoi. Et après, on va inviter les personnes à aller rencontrer les gens aussi. Et ce que ça leur apporte aussi, c'est qu'elles vont aller se présenter différemment. Parce que c'est plus le CV, la liste des compétences, c'est moi j'apporte ça et aussi mon élan de contribution c'est ça. Donc c'est aussi une autre façon de se présenter. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples aussi. Oui, en fait il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour la bonne raison qu'on est tous différents. Donc l'égalité n'existe pas. Enfin, je suis désolée, je suis un peu... mais en fait on nous fait croire que l'égalité existe, il n'y a qu'à regarder la nature, l'égalité n'existe pas, donc il n'y a pas de règle. Par contre, ce que nous savons, c'est que nous sommes tous différents. Moi, je suis complètement estomaquée du fait que nous sommes des milliards sur Terre. Il n'y a pas deux personnes pareilles sur Terre. Ça veut bien dire que si une personne n'exprime pas ce qu'elle a exprimé, c'est forcément un manque, puisqu'il n'y en a pas deux pareils. Et donc, ça nous donne une responsabilité qui est majeure de répondre à qui nous sommes.
Personne ne peut nous remplacer. On est tous différents. C'est pour ça que pour nous, il y a quelque chose de fondamental dans cette manière de voir le travail, qui est un engagement plein de qui nous sommes avec ce qui nous est donné, quoi. C'est vraiment de l'ordre de notre responsabilité de répondre à ça. En tout cas, on est convaincus. Alors, oui, allez, on a une question, puis après on propose d'échanger au Tout travers à l'heure, d'un... vous parliez d'accompagnement des jeunes. Généralement, moi j'ai des ados. Généralement, c'est quel âge, à partir de quel âge l'âge le plus bas Les secondes. c'est intéressant. Ouais, au lycée, on commence, ouais. En fait, il faut qu'ils soient tournés vers l'avenir. Et aujourd'hui, on veut les projeter vers l'avenir trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à un moment donné, ils profitent du présent. Et moi, je trouve qu'au collège, on n'est pas fait encore pour se tourner vers l'avenir. Et on les projette déjà dans des trucs. Enfin, Faire des choix. c'est trop tôt. Ouais. Non, mais je vous pose la question, c'est Oui. ma fille en 3e, et c'est vrai. Au lycée, en général, ouais. Bah parce que derrière, ça pousse. Hein. Oui. Il y a toute la société qui dit ça pousse derrière. Hein. Les profs, tu as déjà réfléchi à Parcoursup qui est dans 2 ans enfin, c'est, Après, le problème, c'est que les profs connaissent pas beaucoup de métiers. c'est vrai. Aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est ridicule. Parce qu'en fait, le rôle d'un prof, c'est de transmettre des connaissances, c'est pas d'orienter des... Enfin, bon, ça, Et vous avez exprimé le fait que vous avez fait du coaching. Moi, je trouve quand même pas mal de valeur ajoutée au coaching dans ce type de développement et de réflexion, puisque le coaching, vraiment, on aide une personne à se poser des questions en fait, sur elle-même. On n'est pas là pour donner des conseils, on est vraiment là pour faire révéler Tout à fait. ses propres choix à la personne en fait. Exactement. Je trouve qu'il y a quand même une valeur ajoutée intéressante qui pourrait bien contribuer à ça. Oui, exactement. Et toute la démarche Talent Trajectoire est construite comme ça aussi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'outils, d'outils pour parler de l'homme. Bah, oui, en même temps, l'outil, c'est vraiment le cœur de la démarche, c'est la démarche, quoi. Donc elle est super bien construite. On utilise la personnalité professionnelle, mais c'est vraiment de créer les conditions pour... En fait, quand on dit... on cherche beaucoup les réponses à l'extérieur, mais en fait, nos talents, quand on a dit accueillir, parce qu'en fait, on les a en nous. Moi, je dis, on demande à la personne de tracer ses expériences, mais les élans, on les voit déjà dans les expériences. La personne s'est déjà exprimée, heureusement d'ailleurs. Mais ouais, tout à fait, c'est ça, c'est d'accueillir et de créer les conditions pour révéler. Et on n'a pas à orienter, justement, parce que cette orientation, on l'a déjà. Pourquoi c'est pas l'éducation nationale qui... Eh bien, il faut parler de nous à l'éducation nationale, justement, voilà. C'est pour ça qu'on est là aussi pour en parler, voilà, pour... Et oui. Vous faites des formations dans les collèges ou dans les lycées ? Oui, moi j'ai fait des interventions dans des lycées, pour des jeunes en décrochage scolaire notamment. Mais voilà, il faut que les établissements aussi, et pour nous, aller frapper à une école, il faut rentrer, quoi. Donc là, c'était l'établissement qui a fait appel à nous. Mais oui. Et ça commence, hein, c'est même un établissement public, bien sûr. Mais c'est pas... Il y a du boulot encore. Ouais. Et sur Lyon, hein, il y a des choses qui sont faites, notamment aussi des réflexions avec les profs, pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont et du regard qu'ils portent sur l'élève qui est différent. Et d'essayer d'identifier avec leurs propres talents, de ne pas projeter leurs talents sur les talents des élèves. Donc il y a plein de choses qui peuvent se jouer et qui sont hyper intéressantes dans la manière même d'enseigner. Hein. Et aujourd'hui, il y en a plein qui s'ennuient dans les études, quoi. Et, parce que c'est des entrepreneurs, ils ont envie d'action, etc. Et on leur demande dans la théorie toute la journée. Donc il faut les comprendre, des jeunes, pour les rejoindre. Donc on essaye, quand c'est accueilli, d'animer des journées comme ça. Mais là, la demande de jeunes en décrochage scolaire, c'était intéressant parce que justement, pourquoi les jeunes décrochent ? On voit bien que, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui sont plus dans le... C'est une autre intelligence, justement. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'élan de la pensée, mais à l'opposé, on n'a pas parlé de la personnalité professionnelle ce soir, on voulait aborder selon les différentes périodes d'âge, mais ils comprennent pourquoi. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont une intelligence, mais en fait pas scolaire, et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, et ça se trouve qu'ils réussiront mieux même dans ce qu'ils vont entreprendre. Parce que souvent il peut y avoir aussi des profils d'entrepreneurs.
Et c'est là que c'est voilà, de les autoriser, en fait. C'est ça qui est important aussi, hein, à accueillir, en fait. Ah ouais, non, mais c'est intéressant comme... ouais. Du coup, ça veut dire quoi? Alors, si le jeune, par exemple, il est en décrochage, les parents n'y arrivent pas, enfin, au bout d'un moment, on fait comment? Enfin, si, Bah là, justement, il y a certains établissements qui ont mis en place des suivis, justement, de les aider à procéder différemment. Ouais. Ah bah après, soit ils s'orientent vers des filières plus techniques, ou voilà, quand je dis, enfin, ils appellent ça décrochage scolaire, mais du parcours générique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions pour eux. Mais c'est ça, c'est de discerner ça, ouais. Mais basé sur leurs élans, leurs talents, c'est là-dessus qu'on travaille avec eux. parce que c'était des éléments en effet très intelligents. Bien sûr, ouais, tout à fait, exactement. Mais voilà, quand il se passe ça, ouais, exactement, c'est ça, voilà. On a le fils d'une collègue, comme ça, il a décidé de ne pas commencer à faire d'études après le bac. Donc les parents, ils ont un peu tiqué, je veux dire. Parce qu'on a envie de dire, oui, mon jeune, tu feras faire ce que tu veux, mais quand même, on a quand même, il y a un effet de réalité. Et en fait, il a décidé de monter son projet. Donc lui, pendant 2 ans, il explore plein de boulots. Et donc il bosse, Jean, là, il bosse dans plein de choses. Donc il a déjà fait plein de petits boulots. Et il m'a dit, en fonction des boulots que j'aurai expérimenté, je choisirai mes études. Et en fait, il assume ce qu'il fait. Mais du coup, ce gamin, on a envie de l'embaucher, quoi. Et il se fait embaucher où il veut. Hein. Enfin, donc il n'y a pas une seule manière de voir une trajectoire, seulement c'est un peu, c'est un petit côté flippant de se dire, il va déjà travailler. On a besoin de sécurité et les parents ont besoin de sécurité aussi. Donc il faudrait réinterroger ce que c'est vraiment la sécurité, quoi. Ouais, ça peut marcher autrement. On vous propose, on peut continuer les échanges. Voilà, il y a à boire, à manger. Donc voilà, merci pour votre attention, pour être venu, pour avoir trouvé la salle, parce que c'était déjà tout ça, un parcours déjà. Merci de votre aide. Voilà, donc j'espère que voilà, on peut continuer à échanger.